Bienvenue à cet atelier. C'est un atelier qui va durer à peu près 20 minutes. On va essayer de garder un peu de temps sur la fin pour des questions et des réponses idéalement. Je suis accompagné de Pierre. Pierre, je te laisse te présenter. Enchanté, donc, je suis Pierre de Mollemester, moi je travaille chez Capgemini Invent, qui est la branche conseil du groupe Capgemini. Et ça fait une dizaine d'années que j'accompagne des entreprises dans la définition de leur stratégie IA data, de leur use case et dans leur opérationnalisation. Il se trouve que pour le groupe Capgemini, j'ai aussi une autre casquette qui est le lead sur le partenariat avec Mistral AI. Et donc c'est de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui avec Benjamin. Donc, bonjour à tous. Donc, Benjamin Laplane. Donc, ça fait un peu plus de 8 ans que je suis chez Hotscale. Et aujourd'hui, je suis en charge du développement du portefeuille de services cloud pour l'ensemble de l'entreprise. Petite question, parce que le sujet IA est un sujet qui est un peu fondamentalement technique. Je veux savoir combien d'entre vous pilotent des équipes techniques au quotidien. Ok, super, une grosse moitié. Il y a des gens qui sont pas sûrs. Il y a des gens. Je pose la question parce que le sujet IA ayant tendance un peu à glisser dans les acronymes barbares, on va essayer de en profiter pour faire quand même un petit peu de pédagogie. Si vous êtes là aujourd'hui, a priori, c'est que les enjeux IA de manière générale qui se propagent dans la presse, qu'elle soit même non pas spécialisée, mais carrément la presse généraliste, c'est un sujet qui touche toutes les entreprises et tous les secteurs industriels. C'est pas un phénomène nouveau, hein, le machine learning, le deep learning, tous les enjeux de data science, ça a plus d'une quinzaine d'années aujourd'hui. Et on va dire que l'apogée de sujet de l'IA et la raison pour laquelle on entend parler même dans notre quotidien, c'est-à-dire potentiellement avec vos proches qui font pas du tout d'informatique, c'est les large language models. Donc Arnaud et Philippe ont de toucher un petit peu du doigt ce sujet ce matin. Sur le papier, ça a l'air extrêmement sexy. On a tous envie d'en faire, on a envie d'essayer, on a envie de déployer. Les promesses sont nombreuses. Hein. Ça permet d'améliorer la qualité et la scalabilité de certains services qui aujourd'hui nécessitent beaucoup de personnes à former. Néanmoins, ce genre de mise en œuvre de technologie, comme toute nouvelle technologie, elle va se confronter à un certain nombre d'écueils. Alors l'IA en a un petit peu particuliers pour elle-même. La première, c'est que ça reste un champ qui est assez jeune. Je parle de la partie particulièrement LLM. Et les entreprises ne sont pas forcément aujourd'hui équipées en compétences. Et avoir des compétences dans son entreprise, je vous rassure, même chez un service provider ou un autre, je pense que c'est toujours compliqué. Et donc souvent la problématique de mise en œuvre de ces types de projets, c'est d'avoir les compétences en interne pour savoir quoi faire, comment l'organiser, comment le planifier, et surtout comment l'intégrer dans l'entreprise. Le deuxième, c'est les besoins d'infrastructure. L'IA en particulier est un champ qui s'est développé très rapidement, plutôt avec des mathématiciens, donc pas des informaticiens. Ils n'avaient pas trop forcément conscience des enjeux d'infrastructure informatique que ça allait sous-tendre. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui développent un champ d'expertise qu'on va essayer de devoir mettre en œuvre sur des infrastructures tant bien que mal. Et souvent, on a des besoins d'infrastructures qui sont en train d'exploser avec des références de matériel type des cartes graphiques. Enfin, avant, ça s'appelait des cartes graphiques. Maintenant, ça fait à peu près tout sauf du graphique. Typiquement, les derniers GPU qui sont sortis par AMD, par Intel, par Nvidia, on est sur plusieurs centaines de watts. On arrive au kilowatt, je pense, dans les prochaines générations. Et ça a du mal à trouver sa place dans une intégration IT, une intégration data center, dans des salles techniques chez les utilisateurs finaux, dans les entreprises consommatrices. Donc ça, c'est un deuxième enjeu et qui va de pair avec la supply chain. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de demandes et ça devient très compliqué de s'approvisionner, ou alors on a des délais, historiquement on a eu des délais quasiment de 1 an sur certains composants. Donc tout ça fait qu'on a envie de mettre en œuvre des choses dans les entreprises et il y a beaucoup de barrières à l'entrée qui s'ajoutent. Elles ne sont pas forcément très hautes, mais elles sont nombreuses. Et donc on pensait que c'était important un petit peu d'en parler avec vous. Et le dernier point, c'est bien de dire je veux faire de l'IA, j'ai acheté de l'infrastructure, j'ai du matériel, j'ai des compétences. Mais en fait, tout ça, il faut que ça s'intègre dans un SI existant et en général dans votre stratégie cloud. Ce qui est encore un autre enjeu. Alors, quelque part, c'est pas forcément qu'un inconvénient parce que ça va vous permettre d'intégrer l'IA par le cloud et pas seulement par des déploiements on-prem, ce qui vous ouvre a priori, alors dans certains use cases, je vois certaines têtes dont je sais que le cloud, c'est plutôt le mot privé que public, mais il n'empêche, un des enjeux, c'est comment on va intégrer de nouvelles technologies, les mettre en œuvre dans son organisation, dans son scope technique, et d'y trouver de la valeur. Et donc c'est pour ça que je suis content d'avoir Pierre avec moi aujourd'hui, parce que lui, c'est un spécialiste de la valeur. Très bien. Et ça permet de faire la transition. Effectivement, le cloud, c'est de l'agilité, c'est de la vitesse. Et on voit que le retour d'expérience qu'on a, donc on a conduit plusieurs dizaines de projets d'IA générative. Aujourd'hui, on a une partie qui est à l'échelle. Et on voit qu'on se place dans des cycles qui sont des cycles itératifs. C'est-à-dire que ça commence forcément par des expérimentations, et puis ça commence par des tests, et ça suit par un passage progressif à l'échelle, avec à chaque fois une montée en charge du nombre d'utilisateurs, et puis de ce que ça implique du point de vue technique.
Donc on est sur des cycles de vie quelque part de produits au sens software du terme qui sont très similaires à ceux qu'on a connus sur les générations précédentes d'AI, voire très similaires à de l'agile tout simplement. Et moi j'avais envie de mettre l'emphase sur 4 dimensions qui sont peut-être un petit peu spécifiques à l'IA générative et sur lesquelles autour du modèle et de l'infrastructure quelque part qui est le cœur du réacteur, il y a tout un travail de maturation et de réflexion qui permet de mener à bien les projets. Et la première dimension, tu l'as évoqué Benjamin, elle est triviale mais elle est vraiment importante, c'est celle du business case. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui suscite beaucoup d'intérêt, tous les COMEX ont envie de s'en emparer. Le point de départ de tout ça, c'est d'avoir un regard de retour à la réalité, un regard lucide sur les vraies opportunités de l'IA générative dans le contexte business qui est le nôtre. Alors le marché, il focalise ses efforts sur des use cases qui sont aujourd'hui assez communs, les Q&A qui peuvent se faire dans un univers sécurisé, tout l'univers du RAG, donc le Retrieval Augmented Generation. Là, l'idée, c'est de pouvoir aller rechercher de manière déterministe dans le corpus documentaire de l'entreprise pour le donner à manger au LLM qui puisse synthétiser les résultats. Donc ça permet de faire de l'accompagnement, de recherche de mode opératoire, de processus, du customer service augmenté. On a tout un pan de cas d'usage autour de la génération de contenu. Donc on va générer des fiches produits, on va générer des fiches de poste, on va générer beaucoup de choses de manière structurée. Le code et le software, et on verra, Mistral a aussi une offre sur ça, avec Costral, des modèles qui sont dédiés. Et puis tout un pan de cas d'usage qu'on est en train d'explorer et qui est en train de devenir très gros sur le marché autour des agents et de leur capacité à automatiser toute ou partie des process. Donc, le point de départ, c'est vraiment le business case. Et derrière le business case, j'insiste, le sponsorship métier, puisque derrière, on va essayer de chercher une transformation. Et avec le sponsorship métier, il y a quelque chose qui est fondamental, qui est la nécessité de définir un protocole de mesure de la valeur. Je m'arrête là-dessus parce que ça va être important, notamment dans le cas de Mistral. À chaque étape de vos itérations agiles, vous devez être en mesure de remonter un certain nombre de métriques qui vous permettent, bon, alors la métrique de base, c'est la satisfaction utilisateur, est-ce que la réponse est satisfaisante ou non, mais de caractériser la performance au regard de métriques qui sont des métriques business. C'est-à-dire que tous les modèles sont comparés aujourd'hui sur le MMLU et un certain nombre de benchmarks qu'on voit, mais ce sont des benchmarks qui posent des questions d'histoire-géographie, de philosophie, si je caricature un petit peu. La vraie question pour vous, c'est dans le contexte du use case, quelle est la performance fonctionnelle que je vais avoir? Donc il y a une question d'accuracy du modèle, il peut y avoir une question de concision. Sur le champ technique, il peut y avoir une question de latence et de capacité de réaction du modèle. Et le meilleur choix de modèle, ce n'est pas forcément le modèle le plus performant dans l'absolu. Moi, ce qu'on va chercher au moment du choix des modèles, à travers ce protocole de mesure de la valeur, c'est d'avoir le meilleur trade-off entre de l'accuracy du point de vue fonctionnel, des coûts et de la performance technique et de la latence. Donc ce choix, cet enjeu de précision du business case, de protocole de mesure de la valeur, il est fondamental parce que c'est lui qui va driver le choix du modèle, c'est lui qui va driver le dimensionnement des infrastructures et c'est lui qui va driver au final, le business case complet puisqu'on va regarder les bénéfices et puis les coûts totaux. Donc importance du business case, c'est spécificité du business case et nécessité du protocole de mesure de la valeur associé. Le deuxième point, c'est pareil, hein, ça peut paraître bateau, mais c'est l'UX et l'UI. C'est la première fois qu'on voit des modèles d'intelligence artificielle dont la performance va dépendre, alors il y a le pré-prompt naturellement, mais la performance qu'on va sortir du modèle va dépendre aussi de la manière dont les utilisateurs vont pouvoir le prompter et ou de prendre au mot ce que le modèle sortira. Donc ça nécessite d'une part une formation des utilisateurs. Donc quand on déploie un use case, on forme les utilisateurs pour être certain qu'ils l'utilisent correctement et qu'ils ne fassent pas l'erreur de prendre une hallucination pour argent comptant, parce qu'elles arrivent. Et puis ça nécessite aussi d'avoir toute une réflexion sur l'UX qu'on met autour du modèle pour pouvoir le requêter, avec des choses comme des prompt library, des guidelines qui permettent de paramétrer des pré-prompts de manière plus ou moins automatique. Mais en gros, on va raisonner l'UX pour maximiser la performance du modèle dans le contexte utilisateur et faire en sorte que ça s'intègre au mieux dans son process et son expérience. Le troisième point, il est pas trivial aussi, mais ça peut être un showstopper dans pas mal de cas, c'est l'importance des fondations. Et l'importance des fondations en termes de données. Alors c'est très très simple quand on expérimente de trouver un jeu de données documenté, voire de documenter a posteriori un jeu de données non structuré avec des procédures, des métadonnées qui permettent de savoir quelle date elles ont, à quel caractère, à quel corpus documentaire elles appartiennent. En revanche, ce point-là, s'il n'est pas traité dès l'amont et dans le cycle de vie du use case, ça va être un showstopper, puisque la performance qu'on va obtenir en production à l'échelle va être bien moindre que celle qu'on a obtenue aux phases de POC et d'expérimentation. Et le dernier point, il est particulièrement important aussi, parce qu'il fait partie de la catégorie des showstoppers, c'est la maîtrise des risques et la cybersécurité. Alors là, il y en a plein des risques. Il y a le risque opérationnel. Qu'est-ce qui se passe si le modèle se met à halluciner? Et a fortiori, dans un contexte B2C, c'est forcément grave en termes d'impact.
Est-ce qu'en termes de cybersécurité, on crée à travers le modèle des nouvelles vulnérabilités vers le système d'information? Est-ce qu'on peut avoir des failles qui sont créées à travers le modèle? À quel point le modèle il est résistant aux attaques de jailbreaking? Alors on finit toujours, hein, il y a des techniques pour jailbreaker des modèles, avec un petit peu de temps et de volonté on y parvient toujours, mais à quel point c'est accessible et quel est le niveau de risque auquel on expose l'entreprise? Et puis sur le champ légal et éthique, il y a tout un pan qui se développe alors autour de l'AI Act pour certains use cases à risque et dans le choix des modèles et leur respect des prescriptions concernant les General AI Providers. Donc finalement, au-delà de la tech et du cœur tech sur lequel on a besoin d'agilité pour aller vite avec le modèle, l'infra et la possibilité d'aller vite sur ces choix-là, il y a un ensemble de dimensions qu'on doit intégrer dans un cycle de delivery agile, de bout en bout, à toutes les étapes du projet pour pouvoir passer d'expérimentation rapide à passage à l'échelle rapide et successful du point de vue des métriques et de l'équilibre qu'on arrive à tirer en termes de valeur business et de coût. Et j'étais un peu long, mais... Et donc, comme Pierre en parlait, vous voyez déjà l'immense travail qu'il y a à faire dans le travail des intégrateurs, des sociétés de services qui vont accompagner les clients pour aller chercher la valeur métier. Et donc c'est pour ça que chez Outscale, on a décidé de se focaliser sur comment on va accompagner notre écosystème, comme on le fait depuis plus de 10 ans, à venir apporter cette valeur aux clients. Et donc on avait décidé de le faire en disant, ce qu'on veut faire, c'est de proposer une offre managée en permettant à nos clients de déployer une stack d'inférence complète. Alors pour les moins techniques d'entre nous, les enjeux en fait des modèles d'IA à déployer, c'est que le modèle c'est un des composants, mais en fait il y a besoin d'avoir un certain nombre de prérequis techniques à satisfaire pour s'assurer que le modèle non seulement fonctionne, mais en plus fonctionne à son point d'optimum en termes de performance, en termes de réglage, etc. Et donc chez Outscale, on a commencé à travailler sur une offre où le but était de permettre à n'importe lequel de nos clients de déployer un endpoint d'inférence dédié. Donc l'idée c'est, on s'occupe de l'infrastructure, mais on s'occupe aussi de la qualification de l'ensemble des composants techniques qui vont autour, c'est-à-dire le système d'exploitation avec son durcissement, le déploiement des drivers, la gestion des librairies, le serveur d'inférence, le serveur d'API, tout ça, et le modèle. Tout ça sont déployés et sont packagés, sont validés par Outscale. Sauf que pour ce faire, pour être capable d'apporter une solution pertinente, il fallait qu'on trouve un partenaire qui avait du sens pour travailler avec nous, en l'occurrence un éditeur de modèles. Donc, je ne vais pas vous faire de suspense, parce que vous étiez là ce matin pour la plupart d'entre vous. C'est une des raisons pour laquelle Outscale s'est allié à Mistral. Mistral étant une entreprise qui partage beaucoup de valeurs intrinsèques d'Outscale en termes de souveraineté, en termes de positionnement. Il y avait un vrai sens historique de rapprocher Dassault Systèmes et donc d'Outscale de Mistral. Et c'est dans ce cadre-là que s'est monté ce partenariat. Donc ce qu'on est en train de faire depuis maintenant quelques mois avec Mistral, c'est de qualifier une stack technique qui va quasiment du data center jusqu'à l'API pour s'assurer que vous avez le meilleur de la performance, le meilleur de la performance au sens qualité des réponses que vous allez avoir et qualité du déploiement qui a été fait. En termes de sécurité et de confidentialité, donc aujourd'hui un endpoint, c'est pour ça que je parle d'endpoint d'inférence dédié, c'est-à-dire que vous allez avoir votre serveur d'inférence avec un modèle et un tenant d'infrastructure qui vous est dédié. L'objectif étant de s'assurer qu'il n'y a pas de mélange des données. Certains d'entre vous manipulent des données sensibles dans leur industrie, dans leur quotidien, et l'objectif c'était de pouvoir apporter le maximum de garanties de sécurité. On va dire que les composants dans le monde de l'IA ne sont pas forcément développés avec ce mot-clé en tête Day One. Donc on s'est adapté chez Outscale, on a dit aujourd'hui on va commencer par fournir une offre qui n'est pas multitenant, mais qui vient avec des garanties de sécurité et de confidentialité complémentaires. Cette offre elle va être disponible, Arnaud en a parlé tout à l'heure, il n'a pas forcément donné de date, il a parlé de la disponibilité de la 3e zone SecNumCloud, donc c'est une offre qu'on va déployer en premier lieu sur les régions SecNumCloud et qui vont permettre à nos clients qui souhaitent qualifier d'un service d'inférence confidentielle de pouvoir le faire sur une plateforme qui elle est qualifiée par l'ANSSI. Ça devrait être disponible normalement mi-octobre. On a l'ensemble des modèles de Mistral sont théoriquement accessibles. Nous on va se focaliser sur ceux dont on pense qu'ils apportent le plus de valeur à notre marché. Donc pour ceux qui connaissent le catalogue d'offres Mistral, vous avez le small, Codestral et le large qui ont des use cases assez spécifiques. Donc si vous voulez qu'on en discute après, ou il y a même des gens de Mistral que j'ai vus aujourd'hui, donc on pourra en discuter avec eux. Et l'idée est de s'assurer que vous puissiez mettre en œuvre le déploiement vous au sens client finaux, mais surtout auprès de nos intégrateurs, de construire des offres qui vont par-dessus. Vous avez aujourd'hui donc Capgemini comme intégrateur, j'ai vu Soprasteria, il y a SCC, on a des éditeurs logiciels comme Alonia que j'ai croisé aussi aujourd'hui, dont le but est de construire des offres par-dessus ça. C'est-à-dire que la gestion, ce qu'on appelle de la plomberie dans le vulgaire chez Outscale, la gestion de l'infrastructure et des stack systems, ça n'intéresse pas grand monde et ça apporte pas beaucoup de valeur. Et donc l'objectif c'est qu'est-ce que je vais implémenter comme use case, à quel métier je vais apporter des solutions. Et donc c'est pour ça que
on a fait une offre qui a l'air très basique en elle-même, mais qui a l'avantage d'être qualifiée, d'être stable, d'être fiable, et ce qui permet à vous, à vos partenaires, de déployer, de développer de nouvelles applications et de vous concentrer sur la valeur métier. Je rebondis sur ça. Nous, on a pas mal d'expérience avec les modèles de Mistral, parce qu'on travaille avec eux depuis presque un an maintenant, et on a pas mal de déploiements de ces modèles-là. Et c'est vrai qu'on a des modèles qui sont parmi les meilleurs rapports performance-poids du marché. Par rapport à ce qu'on évoquait, on a vraiment des trade-offs en termes de performance. On a des modèles qui se classent dans le meilleur tiers en termes de performance pour des poids très restreints, ce qui devient très intéressant sur les infras. On a une performance multilingue qui est très forte aussi sur les modèles de Mistral, ça on le sait moins, mais nos équipes ont travaillé en Germany, au UK, dans différentes géographies, en Italie, et on s'est rendu compte que les modèles de Mistral étaient très versatiles dans leur manière d'adresser différentes langues. Ils ont été entraînés par des gens qui savent qu'il n'y a pas que les États-Unis dans le monde, nommément. Et puis troisièmement, Mistral c'est hyper intéressant aussi parce que ça offre une flexibilité de déploiement et de customisation qu'on ne trouve pas sur les autres modèles du marché. Donc naturellement, ça crée une forte demande business et beaucoup de sens du point de vue business, puisque pour nous, Mistral, ça fait partie des meilleures alternatives à regarder quand on a un besoin de sensibilité, quand on a un besoin de souveraineté, quand on a besoin de déployer un modèle, de pouvoir le maîtriser dans un environnement protégé. Donc naturellement, le fait de pouvoir accéder au modèle de Mistral as a service dans un environnement cloud packagé et préparé, c'est un formidable accélérateur parce que ça permet d'aller directement sur l'expérimentation sans forcément passer par un stade de setup, d'installation des modèles qui peut être lourd et coûteux. Et ça permet d'aller très très vite vers le passage à l'échelle, y compris dans des environnements souverains et sécurisés. C'est pour ça que ça a énormément d'intérêt c'est de sens finalement d'avoir deux acteurs comme Outscale et Mistral qui proposent cette proposition de valeur conjointe. Donc on a déjà un certain nombre de retours d'expérience qu'on pourra vous partager au détour d'un café. L'idée c'est qu'effectivement on a l'habitude de travailler ensemble et on a un certain nombre de succès qui permettent de couvrir toute la chaîne depuis l'infra, le modèle et tout ce qu'on met autour en termes d'acculturation, de formation, de développement des use cases avec des belles réussites. Et en tout cas si vous êtes intéressé, avec grand plaisir pour en discuter. On a essayé de ne pas trop tartiner pour les plus techniques et pour les moins techniques. Néanmoins, on avait gardé 5-10 minutes sur la fin pour vous avez des questions. On sera ravis de prendre vos questions et éventuellement d'y répondre devant tout le monde. Et si vous avez des questions plus privées, on peut faire ça un petit peu après. Mais j'ai comme dans l'idée que la demi-heure prochaine, vous irez probablement la voir à la table ronde avec Mistral qui va se dérouler à l'amphithéâtre de ce matin. Donc si vous voulez profiter des 5-10 minutes qu'on a encore ensemble, si vous avez des questions, que ce soit sur les modes de déploiement, sur les use cases que vous voyez chez vous, ou vous avez des interrogations, n'hésitez pas, je vous prête le micro. Bonjour, alors je me présente, Guillaume Méchat, je travaille à la DILA en tant qu'ingénieur SysOps et notamment sur les sujets d'IA. Alors je vais peut-être poser une question qui fâche. Alors on travaille sur un modèle qui s'appelle Albert, qui est développé par la DINUM. On est en train de dévier légèrement maintenant sur du Mistral et aussi du Llama. Donc la question elle est simple, est-ce qu'il y aura du Llama qui sera proposé sur... c'est une question qui fâche, c'est pour ça que j'ai dit ça. Alors, je pense que vous avez eu plus entendu la question que moi, parce que moi j'ai pas de casque pour entendre quand il me parle. La remarque en fait, c'est que Outscale aujourd'hui on lance un service, c'est une offre de manager d'inférence, donc ce qu'on appelle LM as a service, qui est on va dire un raccourci, on va dire un peu pragmatique d'un point de vue marketing. L'enjeu est de dire qu'Outscale lance un service d'inférence managé. On le fait d'abord avec une approche dédiée, j'ai rapidement évoqué les avantages tout à l'heure, mais c'est pas une offre Mistral, c'est une offre LM as a service. On trouvait ça pertinent dans le cadre de notre contexte. Tout à l'heure, Pierre en parlait. Mistral a développé des modèles avec des intentions spécifiques. Et je pense que l'intention, lorsque vous développez une technologie comme ça, elle est importante. Et Pierre parlait spécifiquement de deux intentions, très rapidement, qui sont la partie génération alors, RAG, je ne sais pas comment on dit en français. Alors, ouais, mais du coup, je sais pas c'est quoi le mot français. Je l'ai noté quelque part. Donc voilà. Donc le RAG est un use case et Mistral qualifie spécifiquement ces modèles dans ce type de use case. Et le deuxième, c'est le function calling, c'est d'être capable en fait que le modèle puisse s'appuyer sur des appels d'API tierces pour venir aller chercher l'information, en récupérer et faire du traitement. Et nous, on pense que c'est un avantage compte tenu des use cases qu'on voit sur le marché, que ça fasse partie de l'intention du développement du modèle. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, on n'est pas marié avec Mistral. On pense que c'est une entreprise qui est prometteuse, qui est intéressante, qui a les mêmes valeurs que nous. Et la deuxième, c'est que on n'est pas convaincu que notre service d'inférence ait de la valeur sur des modèles free to use. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une posture aussi commerciale commune avec Mistral.
Aujourd'hui, vous pouvez prendre une machine avec des GPU, vous déployez un modèle, on va dire open source, ça va pas avoir le même niveau de performance et le même niveau d'efficience. Je vais parler d'efficience volontairement. Donc, j'ai rien contre Llama. Peut-être que demain on ira discuter avec Facebook sur leur modèle, on va dire plus optimisé, éventuellement plus performant. Peut-être que ça aura du sens. Aujourd'hui, c'est pas le cas et c'est pas une volonté. On pense que c'est bien aussi d'aller un peu en apprenant en marchant. C'est notre premier service d'AI chez Hotscale. Et voilà, donc l'idée ça va être de séquencer. Donc là, on parlait de Llama, mais évidemment Cohere, Anthropic, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui publient des modèles, Claude. Donc voilà, donc il n'y a pas de posture contre, c'est d'abord une posture avec. Voilà. Vous allez me poser la question, je vais la répéter. Alors la question étant que est-ce que éventuellement partner avec d'autres éditeurs que Mistral, ça remet pas un peu en cause notre posture? Je pense pas. Aujourd'hui, on a la posture d'Hotscale, notamment dans les plateformes de cloud qualifiées Secnum Cloud, c'est d'apporter des mécaniques de sécurité et de venir avec un set de recommandations important, notamment édité par l'ANSI. J'en suis pas le contrôleur. L'objectif, en fait, il est de dire de donner les outils et les moyens à nos clients de pouvoir renforcer leur politique de souveraineté, de sécurité et de conformité. Après, opérationnellement, il y a des choix qui peuvent être faits qui sont différents. Et ça sera à nous d'évaluer si on considère que les choix de nos clients sont pertinents. On n'a pas vocation à dire qu'ils font des choix non pertinents, mais en l'occurrence, est-ce que pour nous, ça a du sens de s'investir dans un partenariat complémentaire? Ça va dépendre de l'engouement du marché, de la demande, etc. Aujourd'hui, je pense pas que le combat soit forcément sur les LLM. Je pense que structurellement, les LLM génériques vont converger globalement. On va dire les datasets qui sont utilisés, la curation de datasets et les mécaniques de training sont aujourd'hui bien plus importantes. Vous parliez de closed source ou en tout cas de open source. Et je vais tempérer une dernière juste pour finir ça. Les modèles ne sont pas spécifiquement open source, ils sont open weight, mais ils ne sont pas open source. Open source, il faudrait qu'on ait les datasets qu'on servit à l'entraînement et les processus de curation des datasets et les mécaniques d'entraînement. Aujourd'hui, même chez Mistral, ce n'est pas le cas. Ça reste une entreprise à vocation commerciale dont c'est la propriété intellectuelle et le savoir-faire. Donc voilà, je mitige un peu votre... Je crois que c'était la dernière question, donc je vous propose de prendre un café. Il y avait une dernière question. Merci beaucoup à tous. Je vous invite à aller voir, donc il y a une table ronde Mistral, Nvidia, NetApp et Eviden dans l'amphithéâtre de ce matin. Voilà, ils vous attendent de pied ferme. Merci à tous.